Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Radio Grand Lac, 92.1, le grand bain de la vie locale. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. C'est une autre histoire. Eh bien, ça commence maintenant avec... oui, il est 13h01, ça va, Julien? Oui, on est bien, on est bien. Hein, on est très bien. Alors aujourd'hui, Julien va nous parler de cette fameuse rencontre qu'on nomme la rencontre du Drap d'Or, qui a eu lieu au XVIe siècle. C'est ça. Au début du XVIe siècle. Tout à fait. En 1520, vers là, il me semble. C'est ça, on est au mois de juin, oui. Eh bien, Julien, alors... On va apprendre justement ce qui s'est passé du 7 au 24 juin, c'est ça, oui. C'est ça. Et donc, raconte-nous un peu cette histoire fabuleuse. Eh bien, bonjour à toi, bonjour à tous les auditeurs de Radio Grand Lac. Aujourd'hui, c'est la 14e émission de cette chronique C'est une autre histoire, consacrée bien sûr à l'histoire. Donc aujourd'hui, on va prendre la direction du XVIe siècle, et plus particulièrement les semaines du 7 au 24 juin, pour évoquer un événement qui est hélas méconnu, un événement bien sûr de l'histoire de France, qu'on appelle, comme tu l'as dit, la rencontre du Drap d'Or. On expliquera tout à l'heure pourquoi cette entrevue a porté ce nom. C'est au cours de ces journées que se sont en fait rencontrés deux souverains majeurs de la première moitié du XVIe siècle, donc le français François Ier. Alors, vu que maintenant il y a des nouvelles normes à respecter dans les musées, on va dire le français François Bâton, voilà, si vous voulez, et l'anglais Henri VIII, donc l'anglais V, bâton, voilà. Donc Henri VIII et François Ier, donc deux personnalités remarquables et même remarquées, deux souverains puissants et bien sûr deux tempéraments bien trempés. En fait, la rencontre entre ces deux souverains ne pouvait que rester dans les annales de l'histoire. Comme vous le savez, si vous êtes des fidèles, avant de nous plonger dans le cœur des événements, il faut bien sûr poser le contexte, les rapports de force, et se poser la question suivante, qu'est-ce que l'Europe en 1520 ? Eh bien en fait, pour faire simple, la situation géopolitique de l'Europe, elle est compliquée. Mais on peut la synthétiser en divisant le continent européen en trois blocs. Donc le premier, c'est le plus important géographiquement, il est composé des terres de Charles Quint, que l'on appelle aussi Carlos Quintos pour les intimes, donc c'est Charles V, qui possède des terres qui comprennent le Saint-Empire romain germanique. Alors en gros, ce sont les territoires de langue allemande, les territoires européens, donc la Bohème, l'Autriche, la Bavière, etc. Il y a également les territoires d'Espagne, donc les royaumes d'Aragon et de Castille, les Provinces-Unies, donc c'est les actuels Pays-Bas et Belgique, mais également l'ensemble de l'Italie, à l'exception des terres pontificales. Alors, en fait, on a une puissance européenne qui est de premier plan, à laquelle il faut ajouter les possessions coloniales espagnoles en Amérique. Donc on a plus qu'un empire européen, on a un empire mondial. D'ailleurs, on dit que Charles Quint, c'est l'empereur aux 17 couronnes qui règne sur un empire sur le soleil, sur lequel le soleil ne se couche jamais. On a vraiment le souverain incontournable du XVIe siècle, Charles Quint, qui a une vie incroyable. On a même calculé qu'il avait passé le tiers de sa vie à cheval, tellement il devait se rendre dans ces états, alors bien sûr pour faire la guerre, mais aussi pour y maintenir la paix, puisqu'il connaît également la réforme protestante. Bref, c'est un souverain incontournable. Le second bloc, entre guillemets, alors Cocorico, c'est le royaume de France, qui est géographiquement moins étendu, mais qui démographiquement reste, entre guillemets, un monstre, avec une population estimée entre 15 et 18 millions d'habitants. Certaines estimations poussent jusqu'à 20, et on va rester entre 15 et 18 millions. Démographiquement, c'est la grosse puissance d'Europe. Vraiment, c'est l'atout principal de la France. La France, dont les frontières sont à peu près similaires à celles d'aujourd'hui. Vous enlevez juste la frontière Est, Alsace, Lorraine, Moselle. Et grosso modo, voilà, vous enlevez également une partie de la Picardie et du Nord, mais les frontières dans les Pyrénées, ce sont quasiment les mêmes. Les frontières aux Alpes, vous enlevez la Savoie, voilà, vous avez la France du XVIe siècle. Bref, vous avez quand même un État aussi très important. Donc, État dirigé par François Ier, roi de France, probablement l'un des souverains français les plus connus, avec bien sûr
divers événements, donc la poursuite de l'intégration dans les arts de la Renaissance italienne. Alors bien sûr, on se souvient tous de Léonard de Vinci, Voilà. de la construction des Clos châteaux de la Lucé. Loire, le Clos Lucé, la Joconde, Bien voilà, sûr. c'est François Ier notamment. Les fameuses guerres d'Italie qui ont été engagées par son prédécesseur, par un de ses prédécesseurs en 1494, mais lui il les poursuit. Et événement majeur des guerres d'Italie et de François Ier, je suis certain que si vous me répondez Marignan, grande victoire 1515, eh ben je suis sûr que tout le monde connaît les 1515 Marignan. Enfin, tout moins, je l'espère. Donc, Marignan, grande victoire de François Ier pendant les guerres d'Italie, suivie d'une très grande défaite. On parle moins des défaites, mais qui est aussi très importante. 1525, c'est la défaite de Pavie, au cours de laquelle François Ier sera fait prisonnier par Charles Quint, son meilleur ennemi. Enfin, le troisième bloc, puisque nous allons en parler pendant cette émission, c'est le royaume d'Angleterre. Donc bien sûr que vous connaissez, le pays insulaire, à la puissance bien sûr moyenne au XVIe siècle, mais aux ambitions appelées à faire date, et pays dirigé par le roi Henri VIII, souverain également très connu, pour avoir eu pas moins de 6 épouses, et pour avoir provoqué, à cause d'un de ses divorces, ce qu'on appelle le schisme anglican. On est un peu plus dans les années 1530, mais l'anglicanisme, c'est Henri VIII. On en avait parlé notamment en novembre dernier, lors de l'émission sur la conspiration des poudres. Donc nous avons une Europe, 3 souverains et 3 souverains majeurs qui ont vraiment marqué l'histoire de leurs États et de l'Europe. Donc bien sûr, vous l'avez constaté, il y a un antagonisme entre François Ier et Charles Quint. Ils se font la guerre très très régulièrement. Et cet antagonisme, il va s'accentuer avec l'élection de Charles Quint le 28 juin 1519 comme empereur des Romains. Élection à laquelle participa aussi François Ier, mais qui, par manque de moyens financiers, ne put être élu. En fait, à l'époque, pour être élu empereur des Romains, donc on va dire empereur du Saint-Empire romain germanique, il fallait pas forcément briller par ses compétences, son programme. Alors vous oubliez tout ce que l'on connaît actuellement, en plus on est en période électorale. Bref, en fait, à l'époque, il fallait surtout avoir les moyens financiers. Il fallait, en fait, acheter des votes. Donc, ce qu'on appelle les grands électeurs, ils ont récupéré l'argent de Charles Quint, qui en a donné plus, donc il a été élu. Ils ont également récupéré l'argent de François Ier, tant qu'à faire. Ils l'ont gardé, voilà, et il n'a pas été élu. Et François Ier, il le sait, il est le seul à combattre l'hégémonie européenne de Charles Quint. Et puisqu'il est le seul, il a besoin d'alliés, parce qu'on a vu que Charles Quint a un territoire très, très vaste en Europe. Alors pour cela, il n'a qu'à se tourner au-delà de la Manche pour trouver un roi qui a des ambitions aussi importantes, qu'on peut même qualifier de démesurées, et qui veut compter parmi les grands souverains d'Europe. Et pour ça, c'est Henri VIII, comme je vous l'ai dit. Mais on va revenir quelques années en arrière, si vous le voulez bien. Après la victoire de Marignan, la France, elle est temporairement maîtresse de la Lombardie et du Milanais. Et après la victoire de Marignan, il faut négocier la paix. Et pour une paix durable, est signé le traité de Londres en 1518, traité signé entre le Saint-Empire et l'Espagne, l'Angleterre et la France. Et ce traité de Londres, il prévoyait la non-agression et l'assistance mutuelle entre les signataires, donc Angleterre, Saint-Empire, France, la restitution de la cité de Tournai, oui, c'est dans l'actuelle Belgique, mais on est dans le nord de la France. Hein. Donc cette cité est restituée à la France. Il y a la promesse d'un mariage entre le dauphin, c'est-à-dire l'héritier au trône de France, et Marie, qui est la fille d'Henri VIII. Et ce traité de paix prévoit une rencontre entre Henri VIII et François Ier dès l'année 1519. Mais comme je vous l'ai dit, en 1519, il y a l'élection impériale, et donc l'entrevue est reportée d'une année, et on se retrouve donc en juin 1520. Alors vous vous imaginez bien qu'une rencontre de cet ordre entre deux souverains fait l'objet d'une organisation longue et minutieuse. Donc c'est l'anglais, le cardinal Thomas Wolsey, le principal ministre d'Henri VIII, qui est chargé d'organiser l'entrevue. Et il faut d'abord trouver un lieu, un terrain en fait un peu neutre, à mi-chemin entre les possessions anglaises et possessions françaises. Et naturellement, le lieu choisi il est dans l'actuelle région des Hauts-de-France, à proximité de Calais. Calais qui à l'époque est sous domination anglaise. Donc pour les locaux de l'étape, ceux qui nous écoutent et qui sont originaires du Nord-Pas-de-Calais, l'entrevue se déroule entre les communes d'Ardres, c'est en fait le lieu du camp français, et de Guynes,
c'est le lieu du camp anglais à côté de Calais. Les Anglais, on peut dire qu'ils ont en fait la pression. Parce que quand ils se sont rendus à Paris pour la célébration du traité de Londres en 1519, lors d'un banquet qui s'appelle le banquet de la Bastille, et ben, ils en ont eu plein les yeux. Cette fête a été grandiose et les Anglais, ils se disent que maintenant, il faut mettre le paquet et éblouir les Français autant que eux ont été éblouis. Henri VIII, il devait alors démontrer sa puissance, démontrer aux yeux de l'Europe que la cour anglaise pouvait rivaliser avec le luxe des fêtes royales françaises et impériales. En fait, le faste devait être alors éclatant. Pour organiser la rencontre, les Français ont envoyé un émissaire, s'appelle Antoine Duprat, chancelier du roi, fin diplomate, pour mettre au point la rencontre et effectuer bien sûr les préparatifs. Alors bien sûr, dans chaque camp, côté français, côté anglais, vous aviez des espions, des émissaires qui étaient présents pour espionner les préparatifs. Et en fait, ce qui revenait dans un camp et dans l'autre, c'était un mot, le luxe. Vraiment, on allait avoir affaire à une rencontre majestueuse. Donc, le 7 juin, après des semaines de préparation, tout est prêt pour la rencontre officielle entre les deux souverains. Il y a une cérémonie d'ouverture, pour reprendre un peu un terme lié à l'olympisme. Et cette cérémonie d'ouverture, elle s'est déroulée à mi-chemin entre les camps français et anglais, dans une sorte de no man's land. Alors, à l'époque, la notion de frontière, elle était floue, elle était assez vague. Et aux limites de royaume, parfois, on ne savait plus très bien chez qui on était. Alors, pour information, en France, le cadastre, il date du début du 19e siècle. Voilà. Donc, il y a un peu une zone un peu floue. Et donc, les deux souverains se rencontrent à mi-chemin entre le camp français et le camp anglais. Et quand je vous dis à mi-chemin, c'est vraiment à mi-chemin. C'est au mètre près. Voilà, il ne fallait pas que l'on soit plus côté anglais, plus côté français. Voilà, c'est à mi-chemin. Et donc, c'est à partir de ce fameux 7 juin 1520 que l'élection camp du Drap d'Or, elle prendra toute sa signification. Parce que si du côté anglais, il faut éblouir les Français, côté français, c'est la même chose. Il faut vraiment éblouir, entre guillemets, le nouveau frère anglais. Alors pour cela, côté français, on dresse 400 tentes rondes, dont certaines sont brodées d'or, d'où le nom de camp du Drap d'Or. Chaque tente portait fièrement les emblèmes, les devises, les bannières de chaque maison, les bannières de chaque famille noble. Et bien sûr, chaque famille noble qui était présent aux côtés de François Ier devait démontrer sa puissance et bien sûr sa richesse par le déploiement d'un grand faste et d'un grand luxe. Au centre, bien sûr, de ce gigantesque camp, il y avait la demeure éphémère du roi François Ier, qui était en fait une gigantesque tente surmontée d'une statue de Saint-Michel, doublée de la devise latine Nustico et Extingo, je nourris et j'éteins, bien sûr, devise brodée à leur fin. Les cordages de la tente royale étaient également en fil d'or de Chypre, mélangés à de la soie bleue de Turquie, des matériaux extrêmement chers. Le célèbre historien Michelet, qui a écrit sa célèbre Histoire de France, a dit « Il n'y avait pas à plaisanter, on venait de manquer l'Empire », donc François Ier a loupé la couronne impériale, on voulait se relever, il fallait démontrer toute la puissance du camp français. Le camp français, alors aux abords spartiates, je vous ai dit que c'était des tentes, etc., mais ce n'est que du luxe, et il a quand même coûté près d'un quart des finances du royaume, soit 400 000 livres, en l'équivalent actuel de plusieurs milliards d'euros. Et pour financer cela, il fallait bien sûr recourir à des prêts. Vous imaginez bien que le roi de France n'avait pas les moyens de financer une telle somme. Alors bien sûr, on va dire que l'histoire est un éternel recommencement, puisque le roi de France, on lui a accordé des prêts qu'il n'a bien sûr jamais remboursés. Déjà, en France, il y avait des problèmes liés à la dette, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, je pense qu'on va avoir une petite pause musicale avant de parler du camp anglais. Et là, on va partir sur un groupe qui s'appelle Bon Jovi. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Et nous sommes toujours sur le 92.1 Radio Grand Lac avec notre chroniqueur Julien Donzel qui nous parle de cette fameuse rencontre du Drap d'Or qui s'est déroulée en 1520. Donc maintenant, on a dressé les deux camps, effectivement. Ils sont là, ils sont effectivement très luxueux et
comme disait Julien, côté anglais, on a décidé de mettre le paquet. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc côté anglais, donc on n'est pas en reste. On a décidé vraiment de mettre le paquet. Les Anglais ont construit un château éphémère, alors une sorte de palais d'été, chantier qui a nécessité la présence de 2000 ouvriers. Ce château était couvert de fenêtres en verre soufflé, construit sur un châssis de bois et un socle de briques. Il possédait des tourelles, des murs crénelés, donc en fait vous savez ce sont les créneaux, comme un vrai château. Le maréchal de Florange, qui était le chroniqueur à cette époque, déclara « La moitié de la maison était toute de verrine, tout en verre. » Voilà, ils avaient déjà fait le Crystal Palace. Voilà, avant. c'est tout à fait ça. Sur la façade, donc bien sûr, reproduction de sculptures antiques. À l'extérieur, fontaine servant à volonté du vin, surmontée par les dieux Bacchus et Cupidon, donc dieu du vin et dieu de l'amour. Ce palais comportait 4 pièces pour le logis, 8 grandes salles, des garde-robes, une chapelle. Les sols étaient en parquet marqueté, couverts de riches tapis byzantins. Du côté de l'intendance, rien n'a été oublié. Chevaux, barriques, 2000 moutons et, attention, 50 kilos de moutarde directement acheminés d'Angleterre. Et bien sûr, connaissant la pénurie actuelle, ça laisse rêveur. Pour les Anglais, il était en fait impératif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'éblouir le roi de France. Mais revenons à la rencontre inaugurale du 7 juin. D'ailleurs, pourquoi cette date du 7 juin ? Parce que c'est le 7 juin, le jour de la fête Dieu. Et François et Henri se sont mis d'accord pour se rencontrer ce jour-là. Les deux souverains s'avancent, chacun accompagné par 400 gardes, pas un de plus, pas un de moins, c'est 400 de chaque côté. Au cours de cette avancée royale, on fait tonner les canons, sonner les trompettes. Le maréchal de Florange laissa un commentaire de cette rencontre. Ainsi s'approchèrent l'un et l'autre, quand furent prêts, donnèrent des éperons à leurs chevaux comme le font 2 hommes d'armes qui veulent combattre à l'épée. Et au lieu d'y mettre les mains, chacun d'eux mit la main à son bonnet, donc à son chapeau. Ils s'embrassèrent très doucement, puis descendirent de cheval et s'accolèrent, se prirent dans les bras pour se rendre dans ce grand pavillon tout tendu de drap d'or. Vous le savez, lors d'une rencontre officielle, la coutume veut que l'on déclare les titres des personnalités. Donc pour François Ier, pas de problème, il est roi de France et duc de Milan, pas de souci. Mais pour Henri VIII, il y a un problème, car depuis le règne d'Édouard III, au début du XIVe siècle, le roi d'Angleterre, il est aussi roi de France. Et en fait, vous vous souvenez certainement de l'épisode de la guerre de 100 ans, et donc vous imaginez que se déclarer roi de France face à François Ier, qui est le roi légitime du royaume de France, ça peut laisser un peu pantois. Donc on va dire que lorsque l'assistant de Henri VIII déclare ses titres, donc roi de France, roi d'Angleterre et de France, il y a un petit flottement de l'Assemblée, mais Henri VIII, il prend tout de suite la parole, il proclame « Passons là-dessus, c'est un mensonge ». Suite à ça, les deux souverains échangent quelques mots pendant une quinzaine de minutes, puis repartent chacun dans leur camp respectif. En fait, vous vous en doutez, les questions diplomatiques, elles sont traitées en secret par les conseillers, c'est eux qui font le boulot en fait. Les rois ne sont là que pour la parade, l'affichage. Aujourd'hui, on parlerait d'un coup de com'. Et nous allons maintenant revenir sur quelques journées clés de cette rencontre du drap d'or. Le 10 juin, le roi de France se rend dans les appartements du roi anglais et Henri VIII fera aussi de même. Alors, nous sommes à l'heure du dîner. Alors, à l'époque, le dîner, c'était l'équivalent du déjeuner. Mais il y a un problème, c'est que tant François que Henri ont déjà mangé. Les plats, ils ont quand même été préparés par les meilleurs cuisiniers. Vous imaginez bien que le roi, son cuisinier, ce n'est pas n'importe qui. Et les meilleurs cuisiniers défilent seulement avec les plats. Et les plats sont, promenés comme ça dans l'assemblée sous le nez des convives. Parce que, attention, il ne fallait pas manger sans le roi. Donc, en fait, les convives ont juste vu les plats, mais ils n'y ont pas touché. Ils ont fait Tintin. Voilà, c'est ça. Le 11 juin, le lendemain, organisation de grandes joutes sur un terrain spécialement aménagé. Alors là aussi, on a mis les petits plats dans les grands. Fossés, galeries de bois spacieuses, paravents vitrés, ce qui était très rare pour l'époque, pour protéger des intempéries. On est dans le nord de la France, donc on peut imaginer on peut penser qu'il peut pleuvoir de temps en temps. Voilà. De temps en temps. Et bien sûr, pour protéger des poussières soulevées par les chevaux. Alors, à la Renaissance, les tournois de joutes, ce sont exactement les mêmes que pendant le Moyen-Âge, et ces tournois sont organisés
à l'occasion des rencontres diplomatiques officielles ou à l'occasion de sceller un traité. Le tournoi de joute le plus célèbre, c'est certainement celui qui a été organisé en 1559, donc on est 39 ans après, pour fêter la signature du traité de Cateau-Cambrésis. Et ce tournoi de joute se solda par la mort du roi Henri II. Vous savez, il s'est pris la lance dans l'œil et il décéda à l'occasion de ces joutes. Donc, on peut même dire que l'héros... Après de longues souffrances, parce qu'il n'est pas mort tout de suite. Ah, il n'est pas mort sur le coup, non, pas du tout. Il a mis des jours. C'est ça. Ouais. Il a agonisé pendant plusieurs jours, tout à fait. C'est terrible. 17 juin 1520, stupeur dans le camp anglais. Qui se rend en personne auprès d'Henri VIII? C'est François Ier qui se rend du côté anglais sans avertir personne. François est vêtu comme un simple valet. En fait, il se met en scène, il se déclare lui-même prisonnier des Anglais. Henri VIII lui offre un somptueux collier en or et François Ier fait de même en lui faisant don d'un bracelet richement décoré. En fait, le roi de France, il se met en quatre. Il se met en quatre pourquoi ? C'est pour plaire au roi Henri. Pour lui, il est impératif de sceller une alliance contre Charles Quint. Quelques jours après le 17 juin, c'est au tour d'Henri de rendre visite au roi de France, donc une visite aussi surprise. Et il semblerait que tout va pour le mieux entre les deux souverains. Enfin, seulement en apparence, parce que dans les coulisses, la jalousie commence à poindre le bout de son nez. Alors en fait, on a un problème, c'est que François Ier, il est nettement plus drôle qu'Henri. Il plaît énormément aux femmes, il pratique la danse. Bref, c'est un vrai souverain de la Renaissance, c'est vraiment un homme de son époque. Mais pire que tout, alors là, attention, le scandale. La maîtresse d'Henri, la fameuse Anne Boleyn, elle admire le roi de France, elle ne tarit pas d'éloges sur lui. Et on peut imaginer que Henri VIII, pour lui, c'en est trop. Il est sûr de sa force et, amicalement, Henri VIII va inviter François à livrer une épreuve de lutte à main nue. Le problème, c'est que si Henri VIII est un colosse, physiquement, c'est vraiment une personne qui en impose. François Ier aussi faisait plus d'1m90. On a non seulement des grands souverains dans le sens moral du terme, mais également des grands dans le sens physique. C'est vraiment des personnes qui en imposaient. Alors, vous imaginez une personne qui fait 1m90 à l'époque, alors que la taille, la moyenne de taille de l'époque était bien plus petite qu'aujourd'hui. Donc on avait vraiment des souverains qui en imposaient sur le champ de bataille. Pour la petite histoire, à Paris, dans le musée de la guerre aux Invalides, il me semble, vous avez vous avez l'armure d'Henri VIII. Vous passez à côté, c'est quelque chose. Il est très haut et très large, ça on peut le constater. Mais le problème, comme je vous l'ai dit, François Ier maîtrise parfaitement la lutte. Et alors que le combat devait être en fait une simple démonstration, on va dire un petit jeu entre amis, Henri VIII, il tombe au sol et il est maîtrisé par François Ier. En fait, François Ier l'a carrément soulevé et l'a mis par terre. Les diplomates qui étaient présents lors de ce combat fictif, qui devait être fictif, ils sont dépités, ils sont médusés. Tant de semaines de préparation, de moyens financiers dépensés pour ce résultat. Bien sûr, Henri se sent humilié. Alors François Ier donne le change, lui tend la main pour qu'il se relève, etc. Bref, c'est un véritable incident diplomatique. Et on va arriver, après cette seconde pause musicale, à la fin de cette rencontre du Drap d'Or. Bref, nous allons voir comment on va se clôturer et quelles ont été les conséquences de cette rencontre qui a coûté quand même le quart du budget de l'État. C'est comme si aujourd'hui Emmanuel Macron rencontrait le chancelier allemand, que ça coûtait 25% du budget. Voilà. Pour quel résultat ? On verra ça après la pause ? On verra ça tout de suite après la pause musicale. Et là, je vous propose une Britannique pure souche en la personne de Kate Bush. Ça tombe bien. Sur le 92.1 et radiograndlac.com, on se détend en écoutant Radio Grand Lac. Et on vient de se détendre d'ailleurs en écoutant Kate Bush, cette chanteuse britannique. Et maintenant, nous revenons sur cette fameuse rencontre, la rencontre du candidat d'or. Et là, on est dans la troisième partie en fait de cette histoire. Tout à fait. Donc, comme je vous l'ai dit avant la pause musicale, Henri défie en combat singulier, si je peux dire, François Ier à la lutte. Henri est maîtrisé, on va dire, en 2 temps 3 mouvements par François Ier. Et donc, c'est l'humiliation. Henri, on va dire, ne s'en remettra pas. Voilà. Donc, c'est un véritable incident diplomatique. Les cœurs ne sont plus à la fête. Le 23 juin est organisée une messe en plein air. En fait, organisée à la hâte, en présence des rois et de leur entourage.
Les deux reines s'embrassent en signe de paix et de concorde, mais en fait, alors tout le monde en est conscient, chacun veut rentrer chez soi. On en a un peu marre, d'autant plus que pour les familles nobles présentes sur place, ça commence à coûter très cher. Voilà. Évidemment. Donc, on veut rentrer. Le lendemain, c'est le jour des adieux, le 24 juin. François et Henri se promettent d'édifier une chapelle Notre-Dame de la Paix sur les lieux de la rencontre pour que chaque jour, une messe soit prononcée pour la protection des deux hommes. Mais cette chapelle ne sera jamais édifiée, et vous allez bien sûr comprendre pourquoi. En fait, en sous-main, le cardinal Wolsey, celui qui était chargé d'organiser la rencontre du camp du Drap d'Or, organisa une entrevue entre Henri VIII et Charles Quint, et celle-ci se déroulera avec simplicité à Gravelines, donc pareil, on est toujours à côté de Calais, ouais. Voilà. Le 14 juillet 1520. On est quelques jours après la fin du camp du Drap d'Or. Fini les chichis. Alors là, entre Henri VIII et Charles Quint, place à la sobriété et à la négociation d'homme à homme. Il faut dire que côté anglais, les familles nobles ressortent rincées financièrement de la rencontre et chacun aspire à un peu plus de sobriété. On veut retourner vers les choses simples. Et question sobriété, Charles Quint semble tout indiquer. Or lui, c'est un homme de guerre, hein, c'est vraiment le militaire par excellence. Il a d'ailleurs abdiqué en 1555 pour aller vivre où ça ? Dans un monastère en Espagne, dans une ville qui s'appelle Yuste. Il va finir sa vie là-bas. Donc niveau sobriété, vous voyez, Charles Quint, c'est pas François Ier niveau flamboyance. Hein, voilà, Charles Quint, c'est un très puissant souverain, bien sûr, une cour très riche, mais lui, personnellement, il n'était pas forcément attiré par ça. Lui, ce qu'il voulait, c'est maintenir ses États, faire la guerre, et on va dire sans chichi. Voilà. Oui, il était très croyant et voilà. austère. C'est ça. D'ailleurs, en fait, pour reprendre un terme contemporain, entre le roi d'Angleterre et l'empereur, ça match tout de suite. Et une alliance est officiellement scellée le 24 novembre 1521. C'est ce qu'on appelle le traité de Bruges. Contre qui ? Contre la France. Alliance contre la France dont le pape Léon X prendra ensuite toute sa part. Il y a d'ailleurs 500 ans, donc le 6 juin 1522, Charles Quint se rendra à Londres pour une rencontre avec Henri VIII sur ses terres, bien sûr, et au programme, la manière dont faire la guerre à la France. Le résultat sera une attaque sur deux fronts, une invasion de la Provence par les troupes impériales et un assaut en Picardie par les Anglais, parce que vous savez, comme je vous l'ai dit, les Anglais sont toujours ancrés dans le nord, grâce à une sorte de base avancée, ce qu'on appellerait maintenant un point d'appui, qui est la ville de Calais. Et le résultat a été à la hauteur des espérances, avec la défaite de François Ier à Pavie, le 24 février 1525. Après cette date, la France renonce définitivement à ses prétentions sur le Milanais. D'ailleurs, François Ier sera emprisonné en Espagne, et en attendant de payer la rançon, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va proposer ses fils en otage à Charles Quint. Charles Quint va accepter, il va dire, puisque François donne quand même ses enfants en otage, il va quand même payer la rançon. Que nenni, François Ier sort de prison, ses enfants y entrent, il ne va jamais payer. Si nous devions retenir en fait une seule chose de la fameuse rencontre du camp du Drap d'Or, c'est qu'elle ouvre en fait une nouvelle période diplomatique. Alors, on va parler de diplomatie, parce que le résultat, bien sûr, vous l'avez compris, il est loin d'être celui escompté, puisqu'en fait, Henri VIII va finalement se tourner vers Charles Quint. Au Moyen-Âge, les entrevues royales, elles se déroulaient dans un contexte de guerre. Alors en fait, en rase campagne, avec des souverains qui étaient appuyés par mesures de sécurité, par de grandes armées, c'est plusieurs milliers d'hommes, voilà, qu'il fallait surtout pas toucher aux souverains. En fait, au Moyen-Âge, on se souvient de l'assassinat du duc de Bourgogne, Jean sans peur, qui a été assassiné en 1419, lors d'une rencontre avec l'héritier au trône de France. Donc, il vient pour cette rencontre diplomatique et il finit mort. Donc pendant la Renaissance, les rencontres, alors on va dire que les souverains sont un peu plus évolués, on va dire ça comme ça, ce sont maintenant des gentlemen. Les rencontres se déroulent généralement dans des centres urbains, en présence de milliers de personnes. Je vous ai dit, centre urbain, là on n'est pas loin de Calais, vous voyez, donc Calais à l'époque c'est une grosse ville. En présence de milliers de personnes, des membres de la cour, des bourgeois. Il y a des comptes rendus qui sont repris quotidiennement. Les comptes rendus, ce sont des comptes rendus des entretiens, et ils sont lus sur la place publique, ou alors sur des plaquettes imprimées spécialement pour l'occasion. Enfin, c'est vraiment un lieu d'échange aussi, hein, les rencontres diplomatiques. En fait, au XVIe siècle, les rencontres diplomatiques sont en fait des spectacles, des démonstrations de faste
et de luxe qui servent 1. à démontrer la puissance du souverain, 2. à entériner une décision diplomatique qui a été prise de longue date par les conseillers. En fait, pour revenir à François Ier, il était opiniâtre et il devait trouver de nouveaux alliés contre Charles Quint. Parce que maintenant, Henri VIII s'étant rangé du côté de l'empereur, François Ier, non seulement il est seul, mais on peut même dire qu'il est maintenant seul contre tous, parce que il a à l'est et au sud les terres, enfin même au nord d'ailleurs, les terres du le Saint-Empire romain germanique, les Provinces-Unies, l'Espagne, l'Italie, qui peuvent se liguer contre la France. Et maintenant, de l'autre côté de la Manche, il a les terres anglaises. Donc je ne sais pas s'il a brillé par sa diplomatie, mais en tout cas, le camp du Drap d'Or, ça n'a pas été une réussite. Et donc, il se tourna encore plus vers l'Est, vers le sultan ottoman, fameux sultan très connu qui s'appelle Soliman le Magnifique. Et avec Soliman, alors vous imaginez le scandale pour l'époque, puisqu'en 1535, une alliance financière et militaire fut scellée, et même une attaque conjointe de l'Italie était prévue. Donc en fait, au nord par la France, et au sud par les Ottomans, dans le cadre de la 8e guerre d'Italie. Vous imaginez le scandale que cela a pu faire, parce que la France, fille aînée de l'Église, roi de France, très chrétien, comme on disait à l'époque, qui fait une alliance avec le sultan Soliman le Magnifique. Je vous explique pas le scandale, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, le XVIe siècle, ce XVIe siècle a été marqué par des épisodes, justement, dont tu viens de parler, Julien, des guerres d'Italie. C'est ça. Et dans ce cadre, d'autres rencontres officielles se sont-elles déroulées entre les souverains européens ? Bien sûr, bien sûr. Alors, même si aucune entrevue n'avait l'ampleur du camp du Drap d'Or, là, vous imaginez, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire du XVIe siècle. Les souverains, ils échangeaient, ils communiquaient énormément. Alors en fait, il faut dire que pour cela, la densification du réseau routier et l'apparition de l'imprimerie en 1454 oui. facilitèrent quand même la diffusion des messages diplomatiques. Quand un pays est en guerre, il doit aussi se préparer à faire la paix ou, pour prendre l'ascension sur son ennemi, à créer des alliances. À prendre l'ascendant, j'ai dit l'ascension, c'est l'ascendant sur son ennemi, pardon. Quand un pays est en guerre, il doit aussi se préparer à faire la paix, comme je vous l'ai dit. Et donc, il y a de nombreuses rencontres royales qui ont été organisées. Entre François Ier et Henri VIII, donc en 1520, on a vu, mais aussi en 1532. François Ier a aussi rencontré les papes en 1515, 1533, 1538, et Charles Quint à 2 reprises à 1525 et 1537. En 1538, il y a eu une trêve dans les guerres d'Italie qui a été signée à Nice, dans des salles séparées, parce que François Ier ne voulait pas rencontrer Charles Quint. J'ai évoqué l'alliance avec Soliman le Magnifique. Vous imaginez aisément qu'avec les distances, bien sûr, ces deux souverains ne se sont jamais rencontrés, seulement les ambassadeurs de chaque camp. En fait, François Ier avait mandaté un ambassadeur pour aller auprès du sultan ottoman pour lui signifier une alliance. Bien sûr, au même moment, nous sommes en pleine guerre européenne. Le sultan, l'Empire ottoman est en guerre aussi contre le Saint-Empire romain germanique. Soliman le Magnifique expliquait que son rêve, c'était de faire boire ses chevaux dans les fontaines du Vatican. Donc vraiment, il y a François Ier qui est pris sur 2 fronts, mais aussi Charles Quint qui est pris à son est par Soliman le Magnifique et à l'ouest par François Ier. Parfois, les traités de paix ne sont pas forcément négociés de roi en roi, mais par des émissaires qui sont membres des familles royales. Alors, on a un exemple qui est assez fameux, c'est la paix de Cambrai, qui a été signée en 1529. Cette paix de Cambrai, elle a mis fin à la 7e guerre d'Italie, et elle a été négociée et signée par Louise de Savoie, qui était la mère de François Ier, et Marguerite d'Autriche, qui était la tante de Charles Quint. On appellera d'ailleurs cette paix la paix des dames. Je ne sais pas si tu as une autre question, mais on pourra en refaire une dernière après la pause musicale. Eh bien, c'est ça. On va passer maintenant sur cette pause musicale, et c'est U2 que nous allons écouter. On est très 80s aujourd'hui. Complètement, oui. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Alors Julien, on a vu que finalement Henri VIII avait été très fourbe. C'est ça. Dans cette histoire. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après, dans les siècles suivants comment étaient les relations franco-anglaises ? Alors, François Ier et Henri VIII se sont rencontrés une nouvelle fois à Boulogne-sur-Mer. C'était en 1532.
Et après cette rencontre, il a fallu attendre 311 ans pour que le roi de France, le roi des Français, Louis-Philippe, rencontre la reine Victoria. Alors pourquoi attendre plus de 3 siècles pour une rencontre bilatérale entre souverain anglais et souverain français? C'est parce qu'en fait, il y a des changements de mentalité. Les souverains ne voulaient plus prendre le risque de s'afficher personnellement pour signer un accord qui deviendra caduc quelques mois plus tard du fait du jeu des alliances. En fait, vous avez bien compris que au XVIe siècle, les rencontres diplomatiques n'étaient pas forcément suivies d'effets. Voilà. On pouvait signer une alliance une alliance de 10 ans, mais celle-ci pouvait durer seulement 5 ans ou même parfois quelques mois. Et donc les souverains ne voulaient pas passer, alors maintenant on pourrait dire pour des peintres, voilà, et ils préféraient ne pas se montrer personnellement, parce que si la négociation échouait, ce n'était pas eux qui étaient en première ligne, et si le traité de paix venait à être rompu d'un côté comme de l'autre, ça n'aurait pas été eux les responsables. Mais surtout, en fait, après, il devenait impensable de réunir dans le même lieu 2 autorités suprêmes qui étaient à la tête de leurs États par la grâce de Dieu. On sait, le roi français était roi de France de droit divin. L'historienne Talia Brero, elle parle de 2 soleils dans le même ciel. C'est quand même compliqué d'avoir 2 souverains dans la même pièce qui, en fait, revendiquent la même chose, c'est-à-dire la domination de l'Europe et bien sûr du monde, parce que vous savez qu'au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, le continent européen, c'est en fait le monde, puisque nous n'avons pas l'émergence d'un autre géant qui sera les États-Unis, qui viendra bien plus tard. Et des rencontres, elles existaient, mais elles étaient non officielles, elles étaient cachées, et c'était souvent avec des princes en exil. Donc on attendait parfois que le prince parte en exil pour rencontrer le roi, mais c'était vraiment quelque chose de caché. Enfin, les mentalités, elles avaient changé. Et puis, il ne faut pas oublier qu'entre la France et l'Angleterre, il s'est déroulé ce qu'on appelle une seconde guerre de 100 ans, entre 1688, donc on est sous le règne de Louis XIV, et 1815, c'est le règne de Napoléon. Et là se jouait quelque chose qui a encore des conséquences aujourd'hui. C'est plus qu'une rivalité, c'est un antagonisme entre la France et le Royaume-Uni pour, comme je l'expliquais, la domination du monde. Enfin, on est vraiment là dans une époque avec des souverains ultra puissants. On arrive avec Louis XIV, XVIIe siècle, et bien sûr, l'un de ses principaux ennemis en Europe. Alors, il n'y avait pas que l'Angleterre, il a réussi à se liguer contre tout le monde. Oui, mais bien sûr, très fort, il y avait les Anglais, et ensuite, bien sûr, on a l'épopée du consulat de l'Empire et avant les guerres de la Révolution, avec un antagonisme franco-anglais qui était très, très, très fort, qui s'est arrêté à la fin du règne de Napoléon Bonaparte, à son abdication en 1815. D'ailleurs, ceux qui mettent fin à la domination française en Europe, ce sont les Anglais, ce sont pas les autres, c'est pas les Autrichiens ni les Prussiens qui y ont participé, mais ceux qui font prisonnier Napoléon, ce sont les Anglais, c'est pas les autres. Donc voilà, on a vraiment, c'est un peu l'Angleterre, c'est notre meilleur ennemi en fait. Et puis même quand on veut créer une alliance avec elle, on se rend compte que faut pas forcément croire les promesses d'Henri VIII, voilà. Comme beaucoup de souverains, parce qu'il fallait pas forcément croire les promesses de François Ier non plus. Oui. Et la diplomatie, justement, dans tout ça, on se rend compte que de tout temps, il y a eu des diplomates, même s'ils n'étaient pas nommés diplomates, on les appelait des émissaires. Des émissaires, voilà. C'est ça, mais c'était déjà des diplomates. Ils étaient là pour discuter avec leurs équivalents. C'est ça. Et donc ça remonte quand même dans l'histoire. À l'Antiquité, en fait. L'Antiquité, voilà, dès qu'il y a eu des échanges entre les peuples, alors je vais pas dire les nations, les pays, parce que ça n'existait pas, c'était des cités-États. Mais par exemple, quand le roi des Perses voulait déclarer la guerre à un État athénien, Athènes par exemple, il envoyait un émissaire pour déclarer la guerre. L'émissaire était intouchable. Les seuls qui ont touché à un émissaire, ce sont les Spartiates. Oui. D'ailleurs, vous connaissez tous le film 300, alors c'est très romancé. Et eux, par contre, ils ont coupé la tête à l'émissaire. Voilà, on ne menaçait pas un Grec sur son propre terrain. Voilà. Donc, mais en principe, l'émissaire, c'est encore valable aujourd'hui. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il y avait des pourparlers qui étaient en cours, on hissait le drapeau blanc et généralement, l'émissaire était intouchable. Alors, sauf exception, mais voilà, il fallait quand même négocier. Même pendant la guerre, il faut négocier la reddition d'une ville, la reddition d'une armée.
il faut négocier l'arrêt des combats. Enfin, il y a toujours besoin de négocier. Enfin, on espère que d'ailleurs, vu l'actualité actuelle, que ce soit un terme qui soit bientôt à l'ordre du jour, parce qu'on a toujours besoin de négocier. Il faut toujours faire la paix avec son ennemi, en fait. C'est voilà. ça. Et donc, À un moment donné, il faut le faire. de tout temps, ça a toujours été vrai. Alors, bien sûr, maintenant, on a Internet, le téléphone, mais à l'époque, c'était des processus qui étaient très très longs, qui prenaient plusieurs mois, plusieurs années. Quand François Ier décide d'une alliance avec Soliman le Magnifique, il claque pas des doigts en se disant dans 2 jours je signe le traité de paix. Hein. Là, il peut pas prendre le train, pas l'avion. L'émissaire fait plusieurs semaines de rencontres. Il a d'ailleurs des sauf-conduits pour pouvoir passer librement d'un territoire à un autre. C'est un peu une exception. Ce sont des gens qui sont libres de mouvement et qui sont en principe intouchables. Ce sont généralement des ambassadeurs qui sont déjà sur place. Mais bien sûr, pour les contacter, il fallait faire partir des courriers. Et vous imaginez bien qu'un ambassadeur qui était à Istanbul, alors que le François Ier était à Paris, il fallait acheminer le courrier. Donc, il fallait éviter de traverser des États ennemis. Donc, quand on évite de passer par l'Italie, par les États germains, par l'Espagne, c'est quand même compliqué. Donc, il faut qu'ils prennent le bateau. Voilà. Donc, c'était des processus très, très longs. Mais c'était des processus qui existaient. On prévoyait quand même toujours une paix future à des conflits qui étaient quasiment permanents. Parce qu'en fait, à l'époque, quand la France n'était pas en guerre contre des pays extérieurs, elle était en guerre contre elle-même, parce qu'il y aura après des fameux épisodes des guerres de religion. Oui, voilà, donc en fait, là nous sommes au 16e, mais 16e, 17e, 18e, 19e siècle. La guerre, la France est quasiment tout le temps en guerre. Voilà, jusqu'à 1815, où c'est devenu un peu plus calme, jusqu'à l'avènement de Louis-Napoléon Bonaparte. Mais la France, et d'ailleurs tous les États européens, sont quasiment continuellement en guerre, soit contre les uns, soit contre les autres. Voilà. On a en fait des blocs qui se construisent. En fait, c'est une Europe moderne qui se construit avec un roi de France qui est tout puissant parce qu'il a tous les pouvoirs dans son pays, avec une démographie qui était exceptionnelle pour l'époque. On a un royaume d'Angleterre qui se construit, qui commence à prendre la maîtrise des mers, qui était en concurrence avec ce que je vous ai dit, les Provinces-Unies, qui est en fait la Hollande, voilà, qui avait une marine très puissante. Vous aviez en nord les États scandinaves, avec la Suède, on l'oublie aujourd'hui, mais qui était un État également très puissant. Et bien sûr, ce qu'on appelle le Saint-Empire romain germanique, qui est en fait une addition de princes et de peuples allemands, qui va devenir l'Allemagne d'aujourd'hui. Enfin, je synthétise vraiment, mais on a là l'Europe de maintenant. Oui, voilà, en fait, ça se joue à cette époque. Oui, déjà depuis Charlemagne. Oui, bien sûr. Et je pense que, d'ailleurs, tu pourras me contredire, mais je pense que François Ier avait bien étudié son histoire. Bien sûr. Son histoire de France. En fait, quand je vous ai parlé de la petite guéguerre entre Charles Quint et François Ier pour être empereur du Saint-Empire romain germanique, être empereur, c'est très important, c'est être dans les pas de Charlemagne. Et être dans les pas de Charlemagne, c'est être dans les pas de qui ? C'est en fait d'être dans les pas de l'empereur romain, donc de Jules César. Vous voyez, donc, et ça, bien sûr, les souverains européens l'avaient en tête. Et Charles Quint, quand il devient empereur, alors c'est un titre bien sûr honorifique, mais il a une puissance qui est le seul qui peut en fait contrecarrer l'hégémonie européenne de Charles Quint, c'est François Ier. Et d'ailleurs, il a compris, parce que Charles Quint aura affaire à des troubles internes, à des troubles aussi de nationalité, parce vous imaginez qu'il a quand même plusieurs des territoires qui sont extrêmement grands. Donc il aura des problèmes internes, donc c'est pour ça qu'il cherche aussi des alliances avec Henri VIII. Mais c'est une période qui est mais passionnante. Enfin, vraiment, le XVIe siècle à étudier, c'est exceptionnel, surtout si vous aimez l'histoire diplomatique, l'histoire militaire. Voilà, on a affaire à des monstres politiques. Vraiment là, ils sont incontournables. Et puis vous vous rendez compte, dans la même période historique, avoir Henri VIII, Charles Quint, François Ier, ce sont des contemporains. Ils étaient en rapport d'âge également. Enfin, c'était vraiment dans l'histoire de l'Europe, ce sont 3 souverains qui sont incontournables. Alors, Julien, merci pour tous ces, merci à toi. Ces informations. Alors, le mois prochain, on parle de quoi, Julien ? Alors, on se retrouve le 8 juillet et on va parler de la vie du duc de Savoie. On va parler d'une histoire un peu plus locale qui s'appelle Emmanuel Philibert de Savoie, dit Tête de Fer, qui est né à Chambéry le 8 juillet. Donc, on sera, lors de la prochaine émission, 494 ans après le jour de sa naissance. Et ça a un lien, parce que Emmanuel Philibert, qui a été un des commandants de Charles Quint, qui a lutté contre François Ier pour retrouver ces États qui ont été volés par le roi de France. C'est une histoire aussi qui est passionnante.
Alors donc rendez-vous le mois prochain pour une histoire de la Savoie quelque part. C'est ça, histoire locale, tout à fait. Mais ben merci Julien. Merci. Au mois prochain. À plus, merci. Au revoir.